Ma famille m'a invité, ainsi que la famille de ma sœur, à une randonnée en montagne avec ma fille de 6 ans. Après une courte promenade dans la nature jusqu'à la cascade, je suis revenu et j'ai trouvé le terrain de camping complètement vide. Plus de tentes, plus de provisions, plus de gens, plus de voitures, seulement un message cruel. Cela te rendra plus forte, fais confiance au processus, disait l'écriture de ma mère. Tu es trop dépendante de nous. Mon père a écrit, il est temps de grandir. Ma sœur avait ajouté, la prochaine fois, ne vous donnez même pas la peine de vous présenter. Sinon. 5 jours plus tard, je leur ai fait regretter. Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille m'abandonnerait, moi et ma fille de 6 ans, Déborah, au milieu de nulle part. Mais me voilà à écrire cette histoire parce que ce qui s'est passé ensuite a été la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais exécutée. Accrochez-vous, car ça va devenir fou. Laissez-moi commencer par le début. Je suis Dana Johnson, 28 ans, mère célibataire de la petite fille la plus incroyable au monde. Ma famille a toujours eu cette dynamique étrange où ils pensent que je suis trop faible et que j'ai besoin de me renforcer. Mes parents, Harold et Nina, sont tous deux des militaires à la retraite, et ma sœur aînée, Clarissa, 32 ans, mariée à Tobias et mère de 2 enfants, a toujours été l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. L'invitation est arrivée 3 semaines avant le voyage. Clarissa m'a appelé un jeudi soir alors que j'aidais Déborah à faire ses devoirs. Salut ma sœur, on prévoit un voyage de camping en famille à Pine Ridge Mountain. Toi et Déborah devriez venir. Ce serait bien pour elle de passer du temps avec ses cousins, et tu pourrais prendre un peu d'air frais au lieu de rester enfermé dans cet appartement tout le temps. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Clarissa m'invitait rarement à des événements familiaux, et quand elle le faisait, il y avait généralement une arrière-pensée. Mais j'étais excité. Déborah demandait à faire du camping depuis des mois après en avoir entendu parler à l'école, et je pensais que ce serait le moment idéal pour créer des liens avec ma famille. Ça a l'air génial, Jess. Quand est-ce qu'on y pense? Le week-end prochain. Papa a déjà réservé le terrain de camping. Il y a des sentiers de randonnée, une cascade, tout le tralala. On s'occupera de tout le matériel de camping lourd, tu n'as qu'à apporter des vêtements et de la nourriture pour toi et Déborah. Premier signal d'alarme, ils étaient trop serviables. Ma famille ne me facilitait jamais la tâche. Les jours qui ont précédé le voyage ont été remplis de l'excitation de Déborah. Elle a fait et refait son petit sac à dos, y compris son animal en peluche préféré, Monsieur Ours, et environ 15 livres à colorier. J'ai acheté de nouvelles chaussures de randonnée pour nous deux et j'ai dépensé beaucoup trop d'argent au magasin de plein air pour acheter ce que je pensais être essentiel. Le vendredi après-midi, nous nous sommes retrouvés à l'aire de stationnement désigné au pied de Pine Ridge Mountain dans le Colorado. Le terrain de camping était à environ 2 miles de marche sur un sentier bien entretenu. Clarissa et Tobias sont arrivés avec leurs enfants, Landon, 8 ans, et Avery, 10 ans. Mes parents sont arrivés dans le camion de papa, chargé de matériel de camping. Dana, voilà ma fille aventurière, a tonné papa, me donnant son étreinte d'ours typique qui m'a soulevé du sol. Prête à vivre à la dure dans la nature? Maman était plus réservée comme d'habitude. J'espère que tu as apporté le matériel approprié, Dana. Ce n'est pas exactement un hôtel. J'ai tout ce dont nous avons besoin, maman. Merci d'avoir organisé ça. La randonnée jusqu'au terrain de camping était magnifique. Déborah m'a tenu la main presque tout le long du chemin, bavardant sur chaque oiseau et chaque fleur que nous croisions. Landon et Avery ont couru devant avec leurs parents, tandis que mes parents fermaient la marche, commentant tout, de l'entretien du sentier aux prévisions météorologiques. Le terrain de camping était parfait, niché dans une clairière entourée de grands pins, avec un foyer, une table de pique-nique et une boîte à ours pour le stockage de la nourriture. Il y avait même des toilettes propres à environ 50 mètres. Papa et Tobias ont efficacement installé 3 tentes, une pour mes parents, une pour la famille de Clarissa et une pour Déborah et moi. Ils ont également installé un petit abri de bâche pour ranger le matériel et les fournitures supplémentaires à l'abri des intempéries. Cette première soirée était vraiment magique. Nous avons fait cuire des hot-dogs et des s'mores sur le feu de camp pendant que les enfants jouaient à chat à la lampe de poche. Déborah s'est endormie sur mes genoux pendant que papa racontait des histoires sur ses jours dans l'armée, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'appartenir vraiment à cette famille. Le samedi matin a commencé tôt. Déborah m'a réveillé au lever du soleil, bondissant d'énergie. Maman, est-ce qu'on peut aller voir la cascade aujourd'hui? L'oncle Tobias a dit que c'était vraiment joli. J'ai vérifié l'heure.
6h30 du matin. Laissons tout le monde se réveiller d'abord, ma chérie. À 8h du matin, tout le camp s'agitait. Clarissa est sortie de sa tente en ayant l'air de sortir d'un catalogue REI, alors que j'avais l'impression d'avoir été heurté par un camion. Le camping n'était définitivement pas mon point fort. Il y a une belle cascade à environ 1 mile en bas du Sentier Bleu, a annoncé papa pendant le petit déjeuner, parfaite pour une randonnée matinale avant qu'il ne fasse trop chaud. Est-ce que Déborah et moi pouvons aller la voir, ai-je demandé. Elle en parle depuis qu'on est arrivé. Bien sûr, a dit maman. Prenez votre temps, on va probablement juste se détendre au camp, peut-être préparer le déjeuner. C'était le deuxième signal d'alarme, mais j'étais trop excité par l'enthousiasme de Déborah pour y prêter attention. Déborah et moi sommes partis vers 9h30 du matin. Le Sentier Bleu était bien entretenu et facile à suivre, serpentant à travers une forêt dense avec des aperçus occasionnels de la vallée en contrebas. Déborah s'arrêtait pour examiner chaque pierre et chaque fleur intéressante, transformant notre randonnée d'1 mile en une aventure d'1h30. La cascade était absolument magnifique, une cascade de 50 pieds tombant dans une piscine cristalline entourée de roches lisses. Déborah a immédiatement voulu mettre ses pieds dans l'eau, alors nous nous sommes assises sur les rochers et avons laissé la brume nous rafraîchir. C'est le meilleur voyage de tous les temps, maman, a dit Déborah en balançant ses petites jambes dans l'eau. Je suis tellement contente que tu t'amuses, bébé. Nous avons passé environ 2 heures à la cascade. Déborah a ramassé des pierres lisses pendant que je prenais ce qui semblait être une centaine de photos. Vers midi, nous avons commencé la randonnée de retour au camp, toutes les deux de bonne humeur. C'est alors que notre voyage en famille parfait s'est transformé en un cauchemar. En nous approchant du terrain de camping, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. C'était trop calme. Pas de voix, pas de bruit de personne qui bouge. Puis nous avons dégagé le dernier virage du sentier, et mon cœur s'est arrêté. Le terrain de camping était complètement vide. Non seulement vide de personnes, vide de tout. Les tentes avaient disparu, les chaises de camping avaient disparu, les glacières, le réchaud de camping, la boîte à ours avec notre nourriture, tout avait disparu. Même les cendres de notre feu de camp avaient été dispersées et recouvertes de terre. « Maman, où est tout le monde ?» a demandé Déborah, sa voix petite et confuse. Je suis resté là, choqué, mon cerveau refusant de traiter ce que je voyais. Mon téléphone n'affichait aucun signal, ce qui expliquait pourquoi je n'avais reçu aucun message. Puis je l'ai repéré, un morceau de papier maintenu par une pierre sur la table de pique-nique. Les mains tremblantes, j'ai ramassé la note. Elle était écrite dans 3 écritures différentes, toutes familières. Dans la cursive soignée de maman, Dédé, tu es trop dépendante de nous. C'est pour ton propre bien. Dans l'écriture en bloc de papa, il est temps de grandir et d'arrêter de t'attendre à ce que tout le monde s'occupe de toi. Dans l'écriture fluide de Clarissa, la prochaine fois, ne te donne même pas la peine de te présenter. Sinon, débrouille-toi. Et en bas, dans l'écriture de papa, cela te rendra plus forte, fais confiance au processus. J'ai lu la note 3 fois avant que la réalité ne me frappe. Ma famille, mes propres parents et ma sœur, m'avaient abandonné, moi et ma fille de 6 ans, au milieu de la nature sauvage avec rien d'autre que les vêtements que nous portions et ce qui se trouvait dans mon sac à dos. Déborah me regardait avec de grands yeux effrayés. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où est allé tout le monde? J'ai dû me forcer à rester calme pour elle, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il laisser un enfant dans la nature sauvage? Et si quelque chose nous arrivait? Il y a eu un changement de plan, ma chérie, ai-je réussi à dire. Nous allons vivre une aventure différente. La première chose que j'ai faite a été d'inventorier ce que nous avions. Mon sac à dos contenait 2 bouteilles d'eau, toutes les 2 presque vides, des mélanges montagnards, l'animal en peluche de Déborah, nos téléphones, pas de service, une petite trousse de premiers secours et un sifflet d'urgence que j'avais acheté mais que j'espérais ne jamais utiliser. J'ai envisagé d'utiliser le sifflet, mais nous étions trop loin des autres campeurs, et je ne voulais pas effrayer Déborah plus qu'elle ne l'était déjà. Déborah avait son petit sac à dos avec des livres à colorier, des crayons et une boîte de jus. Il était 12h30 un samedi. Nous étions à 2 miles de l'aire de stationnement où notre voiture devait être, s'il ne l'avait pas emmenée aussi, et les prévisions météorologiques avaient mentionné d'éventuels orages ce soir-là. La randonnée en bas m'a semblé durer une éternité. Déborah était fatiguée et n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Pourquoi mamie et papy sont-ils partis? Où sont allés Landon et Avery? Quand est-ce qu'on rentre à la maison?
Quand nous avons atteint l'aire de stationnement, j'ai failli pleurer de soulagement. Ma voiture était toujours là, les clés cachées derrière le pneu arrière, une habitude que j'avais prise après m'être enfermé hors de ma voiture trop de fois. Mais ce soulagement fut de courte durée. Quand j'ai vérifié mon téléphone et que j'ai finalement eu du service, les messages de Clarissa m'attendaient, envoyés tout au long de l'après-midi pendant que nous étions bloqués. Le trajet de retour a été les 2 heures les plus longues de ma vie. Déborah s'est endormie dans son siège auto, épuisée par la randonnée et le stress émotionnel. J'ai passé tout le trajet à alterner entre la rage et le chagrin. Comment ma propre famille pouvait-elle nous faire ça? Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai finalement eu du service cellulaire et j'ai vu plusieurs messages textes de Clarissa, tous envoyés après qu'il nous ait abandonnés. J'espère que tu apprends quelque chose là-haut. C'est à ça que ressemble l'indépendance. Peut-être que maintenant tu vas arrêter de t'attendre à ce que tout le monde résolve tes problèmes. Cette nuit-là, après que Déborah ait été bien bordée dans son propre lit, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré. Puis je me suis mise en colère. Puis j'ai commencé à planifier. Mais d'abord, je devais faire face aux conséquences immédiates. Déborah s'est réveillée 2 fois cette nuit-là avec des cauchemars, pleurant pour mamie et papy. Chaque fois, j'ai dû la réconforter pendant que mon propre cœur se brisait, expliquant que parfois les gens font des erreurs, mais que nous étions en sécurité maintenant. Le dimanche matin a apporté un texto de Clarissa, « J'espère que tu as bien dormi dans ton propre lit. Peut-être que maintenant tu vas apprécier ce que tu as au lieu de toujours t'attendre à recevoir des dons. » La cruauté désinvolte de la chose a fait trembler mes mains. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai enregistré dans un dossier que je commençais déjà à constituer. J'ai passé le dimanche à faire des recherches sur tout ce qui nous était arrivé. Le terrain de camping était dans le comté de Jefferson, au Colorado, qui avait des lois spécifiques sur la mise en danger d'enfants. J'ai découvert que l'abandon d'un enfant de moins de 12 ans dans un endroit isolé sans surveillance adéquate pouvait entraîner des accusations criminelles. Le fait qu'ils aient pris toutes nos provisions rendait la situation encore pire. J'ai également commencé à documenter l'état émotionnel de Déborah. Elle était collante, demandant à plusieurs reprises si nous allions être abandonnés à nouveau. Elle refusait de me laisser hors de sa vue, me suivant même aux toilettes. Quand j'ai suggéré que nous allions au terrain de jeu, elle a demandé, « Tu ne vas pas me laisser là-bas, n'est-ce pas, maman ?» Mon cœur s'est brisé à nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'ils m'avaient fait, ils avaient traumatisé ma fille. Le dimanche soir, j'ai appelé ma meilleure amie Tina, qui vivait à 2 États de distance. J'avais hésité à raconter à qui que ce soit ce qui s'était passé, mais j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Ils ont fait quoi? La voix de Tina s'est tellement élevée que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Dana, c'est dingue. Ce n'est pas de l'amour vache, c'est de la torture psychologique. Je n'arrête pas de me demander si je ne suis pas en train de surréagir. Surréagir? Dana, écoute-moi. Si quelqu'un d'autre vous avait fait ça à toi et à Déborah, un inconnu, une connaissance, n'importe qui, tu appellerais la police immédiatement. Le fait que ce soit ta famille ne rend pas la chose moins criminelle. Tina était travailleuse sociale, et son opinion professionnelle avait du poids pour moi. Que se passerait-il si cette affaire arrivait sur ton bureau? Intervention immédiate. Enquête des services de protection de l'enfance. Retrait possible de l'enfant du domicile si les auteurs en avaient la garde. C'est un cas d'école de mise en danger d'enfants, Dana. Cette conversation a été le tournant. J'ai réalisé que je n'étais pas dramatique ou trop sensible. Ce que ma famille avait fait était vraiment abusif, et ils devaient en subir les conséquences. Le lundi matin, j'ai appelé mon travail et je me suis excusé et j'ai passé la journée à faire plus d'appels. J'ai contacté le service du shérif du comté de Jefferson et j'ai déposé un rapport. La députée Alvarez a pris ma déposition par téléphone dans un premier temps et m'a demandé de venir cet après-midi pour faire une déclaration formelle. Madame, nous voyons parfois des cas comme celui-ci. Des familles qui pensent donner des leçons, mais qui franchissent les limites d'un comportement criminel. Le fait qu'ils aient pris tout le matériel de camping et qu'ils vous aient laissé sans ressources rend la chose plus grave. Que se passe-t-il ensuite? Nous allons enquêter. J'aurai besoin que vous veniez faire une déclaration formelle, et nous voudrons interroger votre fille si vous êtes d'accord. Nous contacterons également les autres parties impliquées. La pensée que mes parents et ma sœur soient contactés par le service du shérif me procurait une satisfaction sombre. Ils voulaient m'enseigner les conséquences, ils allaient en apprendre les premières. Le mardi a apporté plus d'appels et de recherches.
j'ai découvert que plusieurs autres familles avaient signalé des incidents similaires au fil des ans, des proches abandonnant des membres de leur famille dans des endroits isolés comme exercice de renforcement du caractère. La plupart n'ont jamais porté plainte, c'est pourquoi le comportement s'est poursuivi. J'ai aussi appris l'impact psychologique de l'abandon sur les enfants. Le docteur Melinda Cross, une psychologue pour enfants à qui j'ai parlé, m'a expliqué que ce que Déborah avait vécu pouvait avoir des effets durables. Un enfant de son âge ne comprend pas la différence entre une leçon et un abandon véritable, a expliqué le docteur Cross. De son point de vue, les personnes en qui elle avait le plus confiance au monde ont disparu sans explication. Cela peut créer une anxiété profonde et des problèmes de confiance. Mais elle semble se remettre. Les enfants sont résistants, mais ils sont aussi doués pour cacher leur traumatisme afin de protéger leurs parents. Je recommanderais vivement des séances de conseil, à la fois pour elle individuellement et pour vous ensemble. Plus je parlais à des professionnels, plus ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de protéger Déborah et de m'assurer que ma famille comprenait le grave préjudice qu'elle avait causé. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel du député Alvarez. Mademoiselle Johnson, nous avons contacté les membres de votre famille. Ils ont accepté de venir pour être interrogés, mais je voulais vous prévenir. Ils affirment que tout cela est un malentendu. Un malentendu ? Selon votre sœur, ils pensaient que vous saviez qu'il partait, et qu'il s'agissait d'une sorte d'exercice de survie planifié. Ils disent que la note était censée être motivante, et non un abandon. L'audace de leur mensonge m'a laissé sans voix. Ils allaient vraiment prétendre qu'abandonner était une activité planifiée. Député Alvarez, j'ai des messages textes de ma sœur après les faits qui montrent clairement que c'était intentionnel. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. C'est une preuve utile, madame. Ces messages contredisent définitivement leur histoire. Nous allons poursuivre l'enquête. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. Dana, tu dois arrêter ces bêtises tout de suite, a-t-elle dit sans préambule. On a la police qui nous appelle, qui nous demande de venir nous faire interroger comme si on était des criminels. C'est aller trop loin. Vraiment, maman ? Parce que de là où je suis assise, ce n'est pas aller assez loin. Nous essayons de t'aider à devenir plus indépendante. Vous essayez d'aider en abandonnant votre petite fille dans un endroit où elle aurait pu être tuée, maman. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des pumas dans cette région ? Des ours ? Et si on s'était perdu en essayant de retrouver notre chemin dans le noir ? Mais vous ne vous êtes pas perdu. Parce qu'on a eu de la chance. Parce que j'ai gardé la tête froide et que je n'ai pas paniqué, et parce que Déborah m'a fait confiance pour la garder en sécurité. Mais si j'avais eu une urgence médicale ? Et si Déborah s'était blessée ? Et si le temps avait tourné au vinaigre et qu'on était resté bloqué là-bas toute la nuit ? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. On n'a jamais pensé. La voix de maman était plus basse maintenant. C'est ça le problème, maman. Vous n'avez pas pensé. Vous avez décidé de jouer à Dieu avec notre sécurité pour prouver un truc sur mon caractère, et vous avez mis un enfant de 6 ans en danger pour le faire. La police a dit que tu portais plainte ? Oui, et à moins que tu puisses me donner une bonne raison de ne pas le faire, je vais aller jusqu'au bout. Maman a raccroché sans dire un mot de plus. Le jeudi matin a apporté une visite de papa. Il s'est présenté à mon appartement après le travail, l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. On peut parler, a-t-il demandé. Je l'ai laissé entrer, mais je ne lui ai pas offert de café et je ne lui ai pas demandé de s'asseoir. Dana, il faut que tu comprennes quelque chose. Dans l'armée, on met les gens dans des situations difficiles pour les rendre plus forts. Ce n'est pas censé être cruel, c'est censé forger le caractère. Papa, je ne suis pas un soldat. Déborah n'est pas un soldat. Nous sommes votre famille, et vous nous avez mis en danger. Je sais que ça a l'air mal. Ça n'a pas l'air mal, papa. C'était mal. Vous avez commis un crime. Plusieurs crimes, en fait. Il s'est assis lourdement sur mon canapé, paraissant soudainement ses 62 ans. Qu'est-ce que tu veux de nous, Dana ? Je veux que vous compreniez que ce que vous avez fait était mal. Je veux que vous vous fassiez aider pour ne plus jamais refaire une chose pareille, et je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes au lieu d'essayer de les minimiser ou de les mettre sur le dos de votre expérience militaire. Tu veux qu'on aille en prison. Je veux que vous preniez vos responsabilités. De vraies responsabilités, pas ces excuses à moitié faites ou ces absurdités contrariées.
Papa m'a regardé pendant un long moment. Tu as changé. Ouais, c'est vrai. Il s'avère que je n'avais pas besoin de votre cours de survie en pleine nature pour devenir plus forte. J'avais juste besoin de réaliser que je l'étais déjà. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, Tobias, le mari de Clarissa. Dana, je dois m'excuser, a-t-il dit immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il prévoyait. Clarissa m'a dit que vous faisiez tous une sorte d'exercice de cohésion d'équipe, et je pensais que ça avait l'air stupide mais inoffensif. Si j'avais su qu'ils allaient vous abandonner toi et Déborah, je l'aurais empêché. Tu savais qu'ils prévoyaient de nous laisser là-bas. Mon Dieu, non. Je pensais peut-être qu'ils allaient vous faire monter votre propre tente ou faire cuire votre propre nourriture, quelque chose comme ça. Quand Clarissa est rentrée à la maison samedi en se vantant de la leçon qu'elle vous avait donnée, j'ai été horrifié. On s'est disputé violemment à ce sujet. C'était intéressant. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit que tu devais apprendre que le monde ne tourne pas autour de toi, et que peut-être que maintenant tu arrêteras de demander de l'aide tout le temps. Dana, je veux que tu saches que ce n'est pas du tout comme ça que je te vois. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, élevant Déborah toute seule et travaillant si dur pour subvenir à ses besoins. L'appel de Tobias m'a donné l'espoir que tout le monde dans ma famille élargie n'était pas complètement impitoyable. Il m'a aussi donné un autre témoin de l'état d'esprit de Clarissa avant l'incident. Tobias, serais-tu prêt à écrire ce que Clarissa t'a dit à propos de leur plan et de sa réaction après coup? Absolument. Et Dana, je soutiens ce que tu décides de faire à ce sujet. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Voyez, voilà ce que ma famille ignorait de moi. Je n'étais pas aussi impuissante qu'ils le pensaient. Oui, j'étais une mère célibataire qui avait parfois besoin d'aide. Oui, je vivais dans un petit appartement et je travaillais à 2 emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. Mais je n'étais pas faible, et je n'allais certainement pas les laisser s'en tirer avec ce qu'ils avaient fait. Ma famille ne savait pas non plus que j'avais récemment commencé à fréquenter quelqu'un. Il s'appelle Wesley, et c'est un enquêteur privé spécialisé dans les affaires de fraude d'entreprise. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun il y a environ 3 mois et nous nous fréquentions depuis environ 2 mois, je ne l'avais donc pas encore présenté à ma famille. Quand je l'ai appelé dimanche soir et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, il était furieux. Ils ont abandonné un enfant dans la nature sauvage, a-t-il dit en faisant les 100 pas dans mon salon dimanche soir. Dana, ce n'est pas seulement cruel, c'est illégal. Et si quelque chose vous était arrivé, à toi ou à Déborah? Je sais, mais c'est ma famille. Je ne peux pas juste. Si, tu peux. Ce qu'ils ont fait est au minimum de la mise en danger d'enfants, et je parie qu'ils ont violé d'autres lois aussi. Les mots de Wesley ont planté une graine dans mon esprit. Ma famille voulait me donner une leçon sur l'indépendance? Très bien. J'allais leur montrer à quel point je pouvais être indépendante. Lundi matin, j'ai appelé mes 2 emplois et je me suis excusé et j'ai passé la journée à faire des recherches sur ce que ma famille avait fait. Ce n'était pas seulement moralement répréhensible, c'était aussi illégal de plusieurs façons. Abandonner un enfant dans un endroit isolé constituait une mise en danger d'enfant. Prendre du matériel de camping auquel j'ai contribué financièrement pouvait être considéré comme du vol. Le traumatisme psychologique qu'ils avaient infligé pouvait justifier une ordonnance restrictive. Mais je voulais quelque chose de plus satisfaisant que de simples conséquences juridiques. Je voulais qu'ils ressentent la même impuissance et la même peur que Déborah et moi avions ressenti. Mardi, j'ai commencé à téléphoner. Tout d'abord, j'ai appelé mon oncle Ron, le frère de papa, qui vivait à l'autre bout du pays mais qui avait toujours été gentil avec moi. Je lui ai raconté toute l'histoire, et il était consterné. Dana, ma chérie, ce n'est pas t'enseigner l'indépendance, c'est de la maltraitance. Ton père et moi ne sommes peut-être pas toujours d'accord, mais je pensais qu'il avait plus de bon sens que ça. L'oncle Ron avait des relations. Il avait été journaliste pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, et il avait encore des amis dans les médias locaux. Quand j'ai mentionné que j'envisageais de rendre une histoire publique, il a offert son aide. Ce genre d'histoire attire l'attention, Dana. Une famille abandonne une mère célibataire et son enfant dans la nature sauvage est le genre de titre qui attire l'attention des gens. Es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? J'ai pensé à Déborah, à quel point elle avait eu peur et était confuse. Oui, j'en suis sûr. Mercredi, j'ai contacté un avocat que Wesley m'avait recommandé, quelqu'un qui était spécialisé dans le droit de la famille et les affaires de dommages corporels.
Janelle Ruiz a écouté mon histoire et a immédiatement vu le potentiel d'un procès. Ce que votre famille a fait pourrait entraîner des accusations criminelles, a-t-elle expliqué. Mise en danger d'enfant, mise en danger imprudente, potentiellement même des accusations d'enlèvement si elle vous a transporté à l'endroit avec l'intention de vous y abandonner. Je ne veux pas forcément qu'ils aillent en prison, ai-je dit. Je veux juste qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était mal. Parfois, la menace d'une action en justice suffit à faire changer d'avis les gens, a dit Janelle. Laissez-moi rédiger quelques lettres. Jeudi, j'ai passé la journée à tout documenter. J'ai noté tous les détails dont je pouvais me souvenir, j'ai pris des captures d'écran des messages textes de Clarissa, et je suis même retourné à Pine Ridge Mountain pour photographier le terrain de camping et obtenir une déclaration de l'hôte du camp, qui se souvenait de notre groupe. L'hôte du camp, un homme âgé nommé Frank, a été horrifié quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils vous ont laissé, toi et ta petite fille, là-haut, seul, a-t-il demandé en secouant la tête. Madame, ce n'est pas juste. On a des ours ici, des pumas parfois. Le temps peut devenir dangereux très vite. Et si vous vous étiez perdu en essayant de retrouver votre chemin? Frank a accepté d'écrire une déclaration sur ce dont il avait été témoin, ma famille emballant tout le matériel de camping et partant pendant que Déborah et moi étions à la cascade. Mercredi soir, Tobias a fourni une déclaration écrite à mon avocat. Le début de l'exécution de mon plan de vengeance. J'avais réuni suffisamment de preuves, parlé à suffisamment de professionnels et préparé suffisamment de documents juridiques. Il était temps de faire face à ma famille pour les conséquences de leurs actes. À 9 h du matin, j'ai appelé chez mes parents. Papa a répondu à la 3e sonnerie. Dana, comment vas-tu, ma chérie? Tu as appris quelque chose de ta petite aventure? Son ton désinvolte m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé une voix ferme. Salut, papa. En fait, j'ai beaucoup appris. J'ai appris que ma famille est capable de mise en danger d'enfants, de vol et de maltraitance émotionnelle. Maintenant, attends. Non, c'est toi qui attends. Je t'appelle pour te faire savoir que tu as 24 heures pour rendre tout le matériel de camping que vous avez pris, pour vous excuser auprès de Déborah et de moi, et pour accepter une thérapie familiale. Si vous ne le faites pas, je porte plainte contre vous trois. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Dana, tu es dramatique. Nous essayons de t'aider. Vous avez abandonné un enfant de 6 ans dans la nature, papa. C'est un crime dans cet état. Vérifie tes emails dans environ 1 heure. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Clarissa. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Dana, dit-elle au lieu de « bonjour ». Papa vient de m'appeler en panique à cause des accusations criminelles. Tu vas vraiment impliquer des avocats parce qu'on a essayé de t'apprendre un peu d'indépendance? Vous essayez d'enseigner l'indépendance en abandonnant votre nièce dans un endroit où elle aurait pu être blessée ou tuée, Clarissa? Et si on s'était perdu? Et s'il y avait eu une urgence médicale? Et si le temps s'était gâté? Mais rien de tout cela n'est arrivé parce que nous avons eu de la chance. Vous avez mis la vie de Déborah en danger pour prouver un point de vue tordu sur le fait que je suis trop dépendante. Ce n'est pas de l'enseignement, Clarissa, c'est de la maltraitance. Tu exagères. Vraiment? Vérifie tes emails dans 1 heure. On verra si j'exagère. Les emails que j'ai envoyés contenaient des copies des documents juridiques que Janelle avait préparés, des mises en demeure formelles d'intenter une action pénale pour mise en danger d'enfants, vol et mise en danger de la vie d'autrui. J'ai également inclus la déclaration de Frank et les photos du terrain de camping. Mais les menaces juridiques n'étaient que le début. Le mardi à 14 h, la chaîne d'information locale a diffusé un reportage intitulé « Une famille abandonne une mère célibataire et son enfant lors d'un voyage de camping ». Oncle Ron avait fait un excellent travail. Le reportage comprenait des interviews d'experts en sécurité de l'enfance qui expliquaient exactement à quel point la leçon de ma famille avait été dangereuse. Le mercredi soir, le reportage avait gagné beaucoup de terrain sur les médias sociaux, étant partagé des centaines de fois avec des commentaires allant de l'indignation à l'incrédulité. Quel genre de personne abandonne un enfant dans la nature? Ce n'est pas de l'amour sévère, c'est de la maltraitance d'enfants. J'espère que ces personnes seront poursuivies dans toute la mesure de la loi. Mon téléphone a commencé à sonner vers 18 h. D'abord maman, puis papa, puis Clarissa, tous exigeant que je répare ça et que je fasse disparaître ça. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels. Le jeudi après-midi, le reportage avait suffisamment gagné de terrain pour attirer l'attention des médias régionaux.
Quelqu'un avait identifié ma famille à partir du reportage local, et leurs comptes de médias sociaux étaient inondés de commentaires en colère. L'entreprise de Clarissa, elle dirigeait un petit cabinet de conseil en tenue pour Tobias, recevait des critiques négatives. Le poste de bénévole de papa auprès de l'organisation locale des anciens combattants l'a contacté pour lui demander de prendre du recul jusqu'à ce que la situation soit résolue. Le club de lecture de maman lui avait demandé de ne pas assister aux réunions jusqu'à nouvel ordre. Le jeudi à 17 h, ils sont tous les trois arrivés à mon appartement. « Dana, tu dois faire arrêter ça », dit Clarissa dès que j'ai ouvert la porte. « Mon entreprise est en train d'être détruite. » Le patron de Tobias pose des questions. Les enfants entendent parler de ça à l'école. « Tu as fait valoir ton point », ajouta papa. « On comprend. Nous avons fait une erreur. Maintenant, rappelle les avocats et répare ce gâchis médiatique. » Maman avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. « Dana, s'il te plaît, nous n'avons jamais voulu que qui que ce soit blessé. Je les ai regardés debout dans ma porte, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir le pouvoir dans notre relation. Entrez, ai-je dit. Ils se sont assis dans mon salon comme des enfants attendant d'être punis. Déborah était chez une amie, donc nous pouvions parler librement. Vous voulez que je fasse disparaître ça, ai-je demandé. Ils ont tous acquiescé avec empressement. Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous allez remplacer chaque article de matériel de camping qui a été pris, y compris la nourriture. Le total du reçu était de 347 $, et je veux de l'argent liquide. Deuxièmement, vous allez faire une vidéo d'excuses publiques expliquant ce que vous avez fait et pourquoi c'était mal. Troisièmement, vous allez donner 5 000 $ chacun au National Center for Missing and Exploited Children. Quatrièmement, vous allez commencer une thérapie familiale, et Déborah et moi déciderons si et quand nous voulons y participer. Dana, c'est... Comment ça Clarissa? Je n'ai pas fini. Cinquièmement, vous allez respecter mes limites en tant qu'adulte et parent. Plus de commentaires sur mes choix de vie, mon rôle de parent ou mon besoin d'aide. Et enfin, vous allez comprendre que ce que vous avez fait ne m'a pas appris l'indépendance. Cela m'a montré que je ne peux pas vous faire confiance pour la sécurité de ma fille. Papa fut le premier à parler. Dana, je pense qu'on peut s'arranger. Ce ne sont pas des négociations, papa. Ce sont mes conditions. Vous avez jusqu'à lundi pour vous décider. Si vous êtes d'accord, je demanderai aux chaînes d'information de diffuser votre vidéo d'excuses, et j'abandonnerai les poursuites pénales. Si vous n'êtes pas d'accord, on se verra au tribunal. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Le vendredi matin s'est passé tranquillement. J'ai passé la journée avec Déborah, qui semblait se remettre du traumatisme mieux que moi. Les enfants sont résilients, mais je prévoyais quand même de lui faire suivre une thérapie pour plus de sécurité. Le lundi matin à 8 h, ma sonnette a retenti. Papa se tenait là avec une enveloppe pleine d'argent liquide et des excuses écrites. « Nous allons accepter tes conditions », dit-il doucement. « Toutes. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? » Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. « Ta mère n'a pas pu dormir toute la semaine. Elle n'arrêtait pas de penser à ce qui aurait pu vous arriver, à toi et à Déborah, là-bas. Et le mari de Clarissa a menacé de la quitter si elle ne réparait pas ça. Nous avons merdé, Dana. Nous avons vraiment merdé. » La vidéo d'excuses a été publiée cet après-midi-là. Tous les trois étaient assis ensemble, ayant l'air mal à l'aise mais sincères, expliquant ce qu'ils avaient fait et pourquoi c'était mal. Papa a parlé de la façon dont son passé militaire lui avait fait penser que l'amour sévère était toujours la solution. Maman a pleuré en s'excusant d'avoir mis Déborah en danger. Clarissa a admis que sa jalousie envers ce qu'elle considérait comme mon traitement de faveur avait obscurci son jugement. Mais la vidéo n'était que le début de leur règlement de compte. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu plusieurs appels concernant l'impact de l'histoire sur leur vie. Le plus gros client de Clarissa, une chaîne de restaurants locale qui utilisait ses services de tenue pour Tobias depuis 3 ans, a résilié son contrat. Plusieurs autres clients ont fait de même au cours du mois suivant, alors que le mot se répandait dans le milieu des affaires. La réputation en ligne de son entreprise en a considérablement souffert, mais elle n'a pas été complètement détruite du jour au lendemain. La situation de papa était également difficile. Le poste des vétérans des guerres étrangères où il était bénévole depuis 15 ans lui a demandé de prendre temporairement du recul par rapport à son poste de direction. Son groupe de poker du mercredi soir était mal à l'aise de continuer avec lui.
Sa réputation dans la communauté des anciens combattants était considérablement endommagée. Le cercle social de maman s'est également éloigné d'elle. Son club de lecture lui a demandé de faire une pause dans les réunions. Le comité d'église dont elle faisait partie depuis une décennie lui a suggéré de démissionner temporairement. Bon nombre de ses amitiés de longue date sont devenues tendues. Je me suis battu pour ce pays pendant 20 ans, m'a dit papa lors d'une de nos séances de thérapie familiale ordonnées par le tribunal. Maintenant, je suis traité comme un criminel parce que j'ai essayé d'enseigner à ma fille un peu d'indépendance. Vous êtes traité comme quelqu'un qui a mis un enfant en danger, corrigea doucement le docteur Reynolds, parce que c'est ce que vous avez fait. Le cercle social de maman s'est effondré tout aussi complètement. Son club de lecture l'a expulsé après que plusieurs membres ont dit qu'ils ne pouvaient pas se sentir à l'aise en présence de quelqu'un qui abandonnerait une petite fille. Le comité d'église dont elle faisait partie depuis une décennie lui a demandé de démissionner. Même sa coiffeuse, une femme qu'elle voyait depuis 20 ans, n'avait soudainement plus de rendez-vous disponible. L'isolement était difficile pour eux tous, mais Clarissa le prenait le plus mal. Elle a bâti toute son identité autour du fait d'être la sœur qui réussit, celle qui avait tout en main. Voir son entreprise en difficulté et sa réputation en souffrir était manifestement dévastateur. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, sanglota-t-elle lors d'une séance de thérapie particulièrement difficile. Je voulais juste que tu vois que tu pouvais gérer les choses seule. En m'abandonnant, Déborah et moi, dans la nature, ai-je demandé. Et si Déborah avait été piquée par une abeille et avait fait un choc anaphylactique? Et si je m'étais cassé la cheville sur le sentier? Et si nous avions rencontré un animal sauvage? Mais rien de tout cela ne s'est produit parce que nous avons eu de la chance. J'en avais assez d'entendre cette excuse. Vous avez joué avec nos vies pour prouver un point sur mon caractère. Ce n'est pas de l'amour sévère, c'est de la roulette russe. Le docteur Reynolds est intervenu avant que la dispute ne puisse dégénérer davantage. Clarissa, je pense qu'il est important que vous compreniez que le résultat ne justifie pas le risque. Le fait que Dana et Déborah n'aient pas été physiquement blessées ne rend pas ce que vous avez fait acceptable. Les séances de thérapie ont révélé des choses que je n'attendais pas. Il est devenu clair que le comportement de ma famille ne visait pas seulement à m'enseigner l'indépendance. Il s'agissait de leur propre peur et insécurité. Papa a admis que me voir lutter en tant que mère célibataire lui rappelait les échecs de son propre père. Mon père est parti quand j'avais 8 ans, dit-il doucement. J'ai juré de ne jamais être comme lui, mais ensuite je t'ai regardé lutter, et je me suis senti impuissant. J'ai pensé que si je pouvais te rendre plus forte, tu n'aurais jamais besoin de personne comme ma mère avait besoin de mon père. Maman a révélé qu'elle s'était toujours sentie coupable de ne pas avoir été plus supportive lorsque le père de Déborah est parti. J'ai pensé que si j'étais trop serviable, je t'encouragerais à rester faible. J'ai pensé que te faire gérer les choses seul te forcerait à grandir. Les motivations de Clarissa ont été les plus douloureuses à entendre. J'étais jalouse, a-t-elle admis. Tu as eu toute l'attention parce que tu étais en difficulté, et je me sentais invisible. J'ai pensé que si tu pouvais juste te ressaisir, peut-être que maman et papa remarqueraient mes réalisations pour une fois. Ces révélations n'excusaient pas ce qu'ils avaient fait, mais elles m'ont aidé à comprendre la logique tordue qui les sous-tendait. Ils avaient laissé leur propre bagage psychologique l'emporter sur leur jugement, et Déborah et moi en avions payé le prix. L'attention des médias a continué pendant plusieurs semaines. L'histoire avait trouvé un écho auprès des personnes qui avaient vécu des dysfonctionnements familiaux similaires. J'ai reçu des dizaines de messages d'autres parents qui avaient été abandonnés ou maltraités par leur famille au nom de l'amour sévère. Un message m'a particulièrement marqué. Il s'agissait d'une femme nommée Mara dont la mère l'avait enfermée à l'extérieur de la maison pendant la nuit alors qu'elle avait 12 ans pour la punir d'avoir manqué le couvre-feu. J'ai passé des heures assise sur le porche, terrifiée et frigorifiée, à me demander si elle me laisserait rentrer un jour, écrivit Mara. Elle a finalement ouvert la porte à 2 heures du matin et m'a dit que j'avais tiré ma leçon sur le respect des règles. J'ai 43 ans maintenant, et je fais encore des cauchemars où je suis enfermé dehors. Ce que ta famille t'a fait était pire, mais je comprends ce sentiment de trahison lorsque les personnes qui sont censées te protéger deviennent celles qui te blessent. Les messages comme celui de Mara ont renforcé ma décision de rechercher des conséquences. Il ne s'agissait pas seulement de ma famille, il s'agissait d'envoyer un message indiquant que ce genre de comportement était inacceptable, quelle que soit la relation ou la leçon visée. La vidéo a attiré presque autant d'attention que l'histoire originale, mais cette fois, les commentaires étaient différents. Au moins, ils assument leurs responsabilités. C'est ce que signifie une véritable responsabilisation.
J'espère qu'ils ont appris quelque chose de ça. Mais tout le monde ne s'est pas satisfait d'excuses. Le bureau du procureur de district a reçu plusieurs appels demandant des poursuites. Les groupes de défense des droits de l'enfance ont utilisé notre histoire comme un exemple de la nécessité de lois plus strictes pour protéger les enfants contre les membres de leur famille qui prétendent donner des leçons. Les accusations criminelles ont finalement été réduites à des délits mineurs après que le procureur de district a examiné leurs excuses publiques, leur engagement envers la thérapie familiale et le fait que Déborah et moi n'avions pas été physiquement blessés. Ils ont chacun reçu une probation et des travaux d'intérêt général. Mais les conséquences civiles ont continué. L'entreprise de Clarissa a mis des mois à se rétablir, mais elle s'est finalement stabilisée. La réputation de papa dans la communauté des anciens combattants a été affectée de façon permanente, mais pas complètement détruite. Maman a progressivement reconstruit certaines de ses amitiés, bien que plusieurs relations ne se soient jamais complètement rétablies. Le cycle des nouvelles est passé à d'autres histoires, et la vie a commencé à revenir à la normale. Mais la meilleure partie de ma vengeance n'était pas l'humiliation publique ou les excuses forcées. C'était le changement dans la façon dont ma famille me traitait. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ils ont commencé à demander au lieu de dire. Lorsque Déborah avait besoin de nouveaux vêtements d'école, maman a proposé de l'aider à faire du shopping plutôt que de critiquer mes choix. Lorsque j'ai mentionné que je cherchais un meilleur emploi, papa a proposé de m'aider à rédiger mon curriculum vitae plutôt que de me faire la morale sur l'éthique du travail. Clarissa a commencé à m'inviter à des événements familiaux sans commentaires passifs-agressifs sur mes contributions. Les séances de thérapie familiale ont été maladroites au début, mais elles nous ont aidés à établir des limites saines. La thérapeute, le docteur Reynolds, a aidé mes parents à comprendre que leur style d'éducation militaire n'était pas approprié pour la dynamique familiale civile. Elle a aidé Clarissa à surmonter son ressentiment face au favoritisme perçu, et elle m'a aidé à apprendre à communiquer mes besoins sans me sentir coupable. 6 mois plus tard, nous avons tenté un autre voyage de camping en famille. Cette fois, c'était mon idée, et j'étais responsable de la planification. Nous sommes allés dans un terrain de camping aménagé avec des cabanes, de l'eau courante et un service de téléphone cellulaire. Déborah s'est amusée comme une folle, et personne n'a été abandonné. Ma relation avec Wesley s'est renforcée à travers tout ça. Il m'a vu au pire de ma forme et m'a aidé à trouver ma force. Quand il m'a demandé en mariage 8 mois plus tard, ma famille était sincèrement heureuse pour nous. Enfin, ils étaient heureux après que j'ai clairement indiqué que quiconque avait des problèmes avec ma relation pouvait sauter le mariage. Déborah, maintenant âgée de 7 ans, demande parfois ce qui s'est passé lors du voyage de camping où tout le monde a disparu. Je l'ai expliqué en termes adaptés à son âge que parfois les adultes font des erreurs et blessent les gens qu'ils aiment, mais l'important est qu'ils en tirent des leçons et apportent des changements. Est-ce que ça t'a rendue plus forte, maman, m'a-t-elle demandé récemment. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Ça m'a fait réaliser que j'étais déjà forte, ma chérie. J'avais juste besoin de le croire moi-même. Avec le recul, je ne regrette pas la façon dont j'ai géré la situation. Ma famille a franchi une ligne qui aurait pu avoir de graves conséquences, et elle devait le comprendre. L'embarras public, les menaces juridiques et la responsabilisation forcée n'étaient pas seulement une vengeance, c'étaient des conséquences nécessaires pour un comportement dangereux. Parfois, les gens doivent subir des conséquences pour comprendre l'impact de leurs actions. Ma famille a appris que sa version de l'amour sévère était en fait de la maltraitance émotionnelle et que mettre un enfant en danger n'est jamais acceptable, quelle que soit la leçon visée. Mais plus important encore, j'ai appris que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur version de la force. Je gérais déjà la vie en tant que mère célibataire, travaillant à plusieurs emplois et élevant une fille extraordinaire. Je n'avais pas besoin d'être endurci, j'avais besoin d'être soutenu et respecté. Le voyage de camping qui était censé m'enseigner l'indépendance m'a en fait appris quelque chose de plus précieux, que j'étais déjà indépendante et que j'avais le pouvoir d'exiger un meilleur traitement de la part des personnes qui prétendaient m'aimer. Ma famille voulait me rendre plus forte en m'abandonnant dans la nature, au lieu de cela, ils m'ont rendu plus forte en me montrant que je pouvais me défendre et gagner. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à refuser d'accepter un comportement inacceptable et à avoir le courage d'appliquer des conséquences. Ils voulaient que je fasse confiance au processus. Il s'avère que j'avais juste besoin de me faire confiance.